Le secteur de la construction neuve a plutôt bien avancé dans la voie de la réduction de son empreinte carbone. Mais cela ne suffira pas. Compter sur les indéniables progrès de la filière pour produire des bâtiments sobres, c'est se tromper d'objectif. Car le rythme de construction est lent et le stock immense. Au moins 80% de la ville de 2050 est déjà là. L'enjeu principal réside donc dans le parc existant. L'équation ne tiendra que si la rénovation du bâti monte enfin en puissance et qu'elle se focalise sur des rénovations globales permettant à la fois de décarboner et d'adapter les bâtiments au climat qui change. Il va falloir mobiliser des centaines de milliers de femmes et d'hommes pour engager le chantier de l'existant, en parallèle d'une réduction du volume de production neuve. Car entre la baisse des besoins liés à la transition démographique et la nécessité de limiter les émissions et d'épargner les ressources, la décrue doit logiquement s'amorcer. Adapter notre patrimoine au climat qui change, éviter de construire en l'utilisant mieux, éviter de déconstruire en transformant ce qui peut l'être, faire durer ce qui est là et construire moins pour plus longtemps en misant sur la réversibilité. Voilà les pistes à suivre. C'est donc au moment où se décide le lancement d'un projet et se précise son programme que les décisions cruciales se prennent. C'est un instant fugace à l'échelle de la vie future du bâtiment. Mais les décisions qui se prennent à ce moment-là ont le plus d'impact sur les budgets, la consommation de sol, la mobilisation de ressources ou les émissions de CO2. Nous répondons au mieux aux besoins alors qu'il nous faut les réduire. Nous construisons alors qu'il nous faut faire durer. Nous comptons encore en euros alors que nos unités devraient être la tonne de ressources, de CO2 et de déchets. Nous ne manquons pourtant pas d'outils réglementaires pour provoquer le changement de pratique. Alors pourquoi l'attendre ? Peut-être parce que chacun ne regarde le bâtiment que sur la courte durée de son intervention. Nous devons aligner notre regard sur son cycle de vie pour sortir enfin de la tragédie de l'horizon. Le premier des changements sera donc culturel. Construire est aujourd'hui synonyme de construction d'un bâtiment neuf. Demain, mais pas après-demain, cela consistera à offrir une seconde vie à un bâtiment existant. On échange aujourd'hui sur ces sujets avec Guillaume Meunier, qui est consultant bas carbone à l'Institut français pour la performance du bâtiment le jour, et qui passe aussi ses courtes nuits à peupler les réseaux sociaux d'analyses précises et factuelles sur les enjeux écologiques de la fabrique de la ville. Vous pourrez retrouver toutes nos publications et vous abonner à notre newsletter sur dixit.net. Et bonne écoute. Une ville en pleine expansion. Les transitions à mener s'accumulent, l'énergie, l'agriculture, les mobilités. Monsieur l'administrateur délégué, vous êtes chargé de l'attribution et de la répartition des logements. Comment la situation se présente-t-elle ? C'est une contribution au débat sur l'artificialisation des sols et les questions d'étalement urbain. On a privilégié la machine, la matière et l'énergie par rapport à l'être humain. C'est pour ça qu'on ne recycle pas bien les téléphones. And then perhaps the defining trend of the 21st century is population growth. On a une responsabilité sur l'épuisement des ressources et une responsabilité sur la perte de biodiversité. Chaque échec va permettre la prochaine fois de faire mieux et chaque échec est autant instructif qu'un succès. Des projets d'urbanisme qui sont indispensables du fait d'une circulation toujours plus intense. Ce plan est un plan que le public notait peut venir voir. Il s'agit du plan de sauvegarde demain. Si on est une grande part du problème, on est forcément une grande part de la solution. On va peut-être couler moins de béton et miser plus sur l'intelligence et finalement changer de matière grise. Alors, est-ce que tu peux nous raconter d'où vient ta prise de conscience que quelque chose ne tourne pas rond dans notre monde, dans le monde de la fabrique de la ville? Et puis, comment t'en es venu à t'engager, à faire évoluer les esprits via notamment ces prises de parole, mais évidemment aussi ton action en tant que professionnel? En fait, ça a commencé assez tôt, mais pas forcément pour les raisons qu'on peut imaginer. C'est que j'ai commencé par des études d'architecture. Et à un moment donné, je trouvais que le discours des architectes n'était pas tout à fait fondé, ou en tout cas les justifications que les architectes donnaient sur les projets ou des sujets étaient absolument hors de toute technique.
et j'ai toujours aimé la technique. Donc à un moment donné, je me suis dit, je vais apprendre le sujet. Je vais plutôt que de parler dans le vide, je vais retourner faire des études. Et j'ai fait 2 types d'études, une sur l'acoustique parce que c'est un sujet que j'aime bien, et un autre sur les sujets environnementaux. Et c'est là que je me suis aperçu le vide abyssal. Déjà, vous retrouvez une formation, c'était un combat à l'époque, et le vide qu'il y avait derrière des discours, des justifications. Et puis après, je suis arrivé que je suis quelqu'un de très sérieux, donc je me suis dit, je sais globalement, j'ai fait des études, je devrais savoir faire les choses, donc allons chez des gens qui le pratiquent au quotidien, voir si je sais vraiment ça. Bon, il se trouvait que je connaissais rien, mais comme toute personne qui sort des études, et là, c'est assez progressivement où on voit des maîtrises d'ouvrage qui essayent de nous expliquer des enjeux techniques alors que c'est faux. Et un gros basculement, ça a été quand j'ai réalisé, on est plusieurs, je dis je, mais on était plusieurs à le faire, l'étude pour Paris, Paris change d'air, qui essayait de démontrer comment Paris et les Parisiens pouvaient être neutres en carbone en 2050. Et c'est là où j'ai vu le champ de non-connaissance. À l'époque, on a défriché ce que voulait dire être neutre en carbone, et le champ des actions qui étaient oubliées, qu'on traitait absolument jamais, sur l'alimentation, la mobilité, etc. C'est à partir de ce moment-là où je me suis dit, il y a un peu plus à faire que simplement construire des bâtiments à peu près vertueux. On va revenir sur tous ces sujets, ça me semble important, mais tu ouvres bien hein, là finalement l'échelle, enfin le changement de regard, et à un moment, certains en tout cas fréquentent des sujets qui leur ouvrent le regard avec ce besoin à la fois d'expliquer, mais aussi de passer à l'action, et on le sait, la marche est haute. Très haute, oui. Voilà, on va y revenir. Parce que peut-être reposons un peu ces fondamentaux. Tu viens déjà de l'esquisser, hein, les enjeux écologiques qui sont en face de la fabrique de la ville ou du monde de la construction. Hein, c'est surtout celui-là, ton monde, me semble-t-il. Ils sont à la fois systémiques, ils parlent d'alimentation, ils parlent de mobilité, ils parlent de plein de choses. Mais quoi qu'il en soit, l'acte de construire, aujourd'hui, c'est quoi les sujets hein, c'est quoi les ruptures? C'est quoi finalement les impasses par rapport, pour le dire simplement, hein, aux limites planétaires et aux enjeux du siècle? Alors déjà, la grosse impasse qui est en partie corrigée, c'est que depuis une 50aine d'années, un peu moins d'ailleurs, on parle d'énergie, les fameux kilowattheures, d'isoler son bâtiment, et en fait, on garde qu'une petite portion du problème. Globalement, si on fait ça proprement, on regarde, on va dire, allez, 30%, au mieux, on regarde 50% du sujet d'un point de vue climat. Dans le pire des cas, on garde 30% du problème. C'est justement ces fameuses analyses de cycle de vie. Si on regarde l'impact d'un bâtiment sur 50 ans, on a quasiment entre 50 et 70% du sujet qui est ailleurs que dans l'énergie qu'on consomme. Et ça a été complètement oublié. Les fameuses analyses de cycle de vie, ça fait très longtemps que la méthode existe, qu'on sait les faire, sauf que il y a 7-8 ans, quand on faisait une analyse de cycle de vie, c'était très compliqué d'en faire, parce qu'on n'avait pas les données, fallait expliquer à peu près tout à tout le monde. Et donc, quand on présentait des chiffres, on disait à nos clients, on disait, voilà, le bilan carbone, c'est tant de tonnes. On n'avait pas de retour d'expérience, on savait pas trop le comparer, les gens savaient pas ce que c'était que le carbone. Et donc, maintenant, le carbone est devenu presque dans le langage courant, en tout cas, dans le monde du bâtiment, c'est quasiment dans le langage courant. Donc maintenant, c'est plus facile d'en parler. Et surtout, ces fameux 50 à 30%, c'est de manière assez fiable, on peut affirmer que effectivement c'est quelque chose d'oublié parce qu'on a des données, parce que ça fait maintenant presque 7 ans qu'on fait des ACV sur une bonne partie des projets en France. Alors pour vérifier que j'ai bien compris ce qui est vraiment ce qui va être le challenge hein, dans notre conversation, c'est donc de dire qu'on s'est très longtemps en fait concentré sur les économies d'énergie, globalement bien isoler les bâtiments, etc. pendant la durée de vie du bâtiment, en oubliant à la fois le début, la construction et la fin. C'est ça. Tous les matériaux qu'on mettait pour isoler. C'est-à-dire un exemple qui est un peu simple, c'est que si j'isole par exemple une maison avec des matériaux
pas forcément bon pour la planète, et je ne veux pas me faire d'ennemis complets, donc je ne vais pas forcément citer, mais... Non, mais disons-le avec du polystyrène, voire même des laines de verre ou ce genre de trucs. Laine de verre, laine de roche, tout ça, globalement, on met de la matière qui est issue des énergies fossiles, donc pour fabriquer ces matériaux, on émet du carbone. Et en parallèle de ça, on va économiser de l'énergie. Donc je vais économiser, je sais pas, je vais avoir 2 fois moins de consommation énergétique. Donc si c'est au fuel, je consomme 2 fois moins de fuel, 2 fois moins de gaz. Alors déjà, on s'aperçoit qu'en réalité, c'est assez rare qu'il y ait des gains aussi énormes sur les consommations. Donc déjà, on peut dire que sur les 50 dernières années, est-ce qu'on a vraiment fait le job sur bien isoler les bâtiments, mais surtout ces économies qu'on fait en termes de carbone et d'impact climat, parce que quand on dit carbone, en réalité, c'est impact sur la planète, eh bien, elles sont très faibles et il faut 30, 40 ans, il peut falloir jusqu'à 50 ans pour rentabiliser l'investissement initial. Donc, ça veut dire que j'ai surisolé. Ce qui est très bien, c'est que potentiellement, j'ai réduit ma facture. Et ça, c'est un autre sujet, mais là, on parle en euros et on parle pour les habitants, mais vis-à-vis de la planète, on peut avoir, sur les 30 prochaines années, fait empirer le sujet. Donc là, on est bien sur la question de sortir simplement du temps de vie et de rentrer sur l'ensemble de la vie du bâtiment et notamment de penser, c'est bien l'énergie grise, cette énergie qui a permis de fabriquer le matériau qui lui-même va être vertueux et va nous permettre d'éviter des émissions carbone, mais si lui-même nécessite d'en émettre beaucoup pour le faire, ça a évidemment un sens différent. Donc on retombe sur la question des donc premier enjeu et on arrive vite finalement sur des questions de matériaux, de matière et là on regarde le hard. C'est quoi aujourd'hui les enjeux autour du bâtiment? Est-ce que vraiment le béton et le grand méchant Alors, déjà, ce qui est intéressant, c'est que se reposer la question de la matière, je pense que ça repose la question de l'architecture. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on avait trop presque. Alors c'est peut-être un peu facile de dire ça, mais une architecture du paraître, de l'image. Maintenant, on voit et même justement chez les jeunes architectes cette notion finalement quel matériau je mets et on se repose la question. Moi, je dis souvent, c'est quand on fait des études d'architecture ou même quand on dessine 2 traits et ça fait un mur. Et après, on se pose pas la question de ces 2 traits, ce sera du béton et ce sera facile. Maintenant, on se repose de cette matière et d'où elle vient aussi, qui est une question très intéressante. C'est que comme je vais réfléchir à d'où elle vient, je vais me dire, est-ce que c'est bien si elle vient de très loin, si elle vient de très près, c'est avec quel tissu local. Donc, fondamentalement, on réinterroge l'architecture, ce qui est pas négligeable et ce qui est plutôt positif. Et après, effectivement, les matériaux, quand on fait une analyse de cycle de vie, ce que je disais, c'est qu'on regarde le temps. Et cette notion est importante, c'est-à-dire qu'on regarde à quel moment j'émets du carbone. Si je l'émets maintenant, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans, c'est pas la même chose. Dans l'absolu, je préférais tout émettre dans 50 ans, au moins passer les 30 premières années, et puis j'émets plus tard. Et effectivement, des matériaux comme le béton, ça émet tout de suite. Le béton émet du carbone parce qu'il y a 2 phénomènes. Il y a la réaction physico-chimique pour fabriquer le ciment, et en plus, pour que cette réaction physico-chimique ait lieu, il faut de la chaleur. Et donc, je brûle des énergies fossiles pour ça. Et donc, le béton, j'émets du carbone dans l'atmosphère qui va rester plus de 1000 ans dans l'atmosphère. Là où des matériaux biosourcés, géosourcés ou qui auraient beaucoup moins d'impact peuvent avoir des émissions dans le futur. Donc, le bois, par exemple, il n'aura des émissions qu'à partir du moment où il sera brûlé. Donc, potentiellement, on espère que nos bâtiments ne brûlent pas. On les construit pour ça, on les protège assez. Donc, ça veut dire potentiellement, il n'émettra jamais. Après, quand on fait une analyse de cycle de vie, on est un peu bête et méchant, on est normé. Donc, on se dit, il va émettre dans 50 ans, mais c'est la norme qui dit ça. Là où le béton, norme ou pas norme, il émet à l'instant, quelques semaines avant que je le pose. Alors, tu poses là, et puis on va de cette façon non structurée, on peut osciller justement comme ça, et c'est intéressant. On est parti de l'énergie et de la vie du bâtiment sur l'analyse du cycle de vie global. On s'aperçoit qu'évidemment, l'énergie grise dans le matériau a un impact carbone énorme. Alors évidemment, sauf que quelque part, on n'était pas très focalisé là-dessus. Mais après, pareil, dans cette analyse de cycle de vie, tout repose aussi à la fois sur les émissions carbone, puis leur dilution sur la durée. Oui. C'est pas la même chose si un bâtiment dure 20 ans, 30 ans ou un bâtiment dure un siècle.
on retrouve un autre enjeu là, c'est faire durer. Oui. Alors déjà, peut-être il faut bien le dire, c'est quand on fait une analyse de cycle de vie, la plupart du temps on utilise une méthode et donc la méthode la plus connue, c'est celle de la RE20 qui est une norme. Après, on peut sortir de cette méthode. L'exemple tout bête, c'est qu'en Angleterre, les analyses de cycle de vie sont plutôt faites sur 60 ans. En France, c'est 50. Rien ne m'interdit en France de le faire sur 60 ans, de le faire sur 100 ans si j'ai envie. Après, je sors de la norme, mais ça, on a tous l'habitude d'essayer de... Oui, mais là, on n'est plus sur les normes, on est sur le concret. Globalement, si j'ai 100 d'émissions et que je viens de le diffuser sur 100 ans, c'est pas la même chose que sur 50, quoi. Voilà. Et après, ce qui est intéressant, effectivement, c'est que réinterroger le temps, si on se dit, je fais un bâtiment pour qu'il dure plus longtemps, c'est très intelligent. À la condition, si je surinvestis aujourd'hui, et on peut prendre l'exemple où dans du logement, je mets une structure plus épaisse pour porter plus de poids, parce que je vais imaginer que dans le futur, il va y avoir des étages en plus ou des usages qui seront un peu plus lourds, je vais surinvestir à l'instant zéro pour un usage un peu incertain dans 20 ou 30 ans. Ça veut pas dire qu'il faut pas le faire. Ça veut juste dire qu'il faut se poser la question. Et mon métier, et ce que je fais, c'est de poser un paquet de questions sans avoir forcément la réponse à chaque fois. Je vais pas dire de base, c'est pas bien de penser le temps long. Je vais juste dire attention, si c'est vraiment trop surinvestir pour un temps long très incertain, parce que dans 30 ans, quand on voit les courbes du GIEC, on a plutôt pas trop envie de se projeter dans 30 ans et de se dire qu'honnêtement, les usages en 30 ans, j'en connais aucun. Mais c'est pas idiot de faire ça. Et donc, c'est là où il peut y avoir toute l'intelligence d'une équipe, parce que on travaille avec des architectes, des ingénieurs structure, des ingénieurs façade, et c'est tous ensemble quelle est la meilleure manière de répondre. Mais il y a pas une manière de répondre. Oui, donc regarder le temps long, et c'est pas nécessairement pour faire durer. Peut-être qu'il faut trouver les bons équilibres avec une grande incertitude finalement sur les usages de demain. Bon, il n'empêche que à partir du moment où on a des matériaux qui, de toute façon, vont en début ou en fin de vie avoir des émissions en termes de gaz à effet de serre importants, a priori, éviter les bâtiments jetables, ce sera quand même toujours mieux. Ce sera sans doute la meilleure des solutions. C'est pas si évident que ça. Il y a pas longtemps, il y a une exposition assez intéressante au pavillon de l'Arsenal qui parlait de plein d'expérimentations qui a eu lieu il y a à peu près sur une cinquantaine d'années sur des bâtiments qui étaient tous assez légers. Et les bilans carbone de ces bâtiments, qui sont très légers, mais du coup très mal isolés, avec et excellents. C'était une époque où l'énergie, on pouvait gâcher l'énergie. En ce moment, l'énergie, on essaie de pas trop la gâcher. Mais ils avaient des très bons bilans carbone et ça nous réinterroge sur cette notion-là. C'est de se dire que construire très léger, consommer beaucoup d'énergie, est-ce que c'est d'un point de vue climatique, et attention, je dis d'un point de vue climatique, c'est là aussi ce métier particulier, c'est que d'un point de vue climatique, c'est peut-être pas si idiot que ça, d'un point de vue de la facture, d'un point de vue énergétique, d'approvisionnement en énergie fossile, c'est une idiotie, mais d'un point de vue carbone-climat, les bâtiments jetables qui seraient peu performants, c'est pas si idiot que ça. Là, on est en train de voir la réglementation RE 2020 qui est très contraignante arriver sur les bâtiments temporaires. Est-ce qu'un bâtiment qui doit durer 4 ans doit avoir énormément d'isolation? Alors, après, avec une réponse un peu simple, si c'est de l'isolation biosourcée, pourquoi pas? Mais créer une tension sur les matériaux biosourcés, est-ce que c'est si intelligent que ça? Donc, il y a une grande subtilité dans les choix qu'on doit faire parfois. Et voilà, mais en tout cas, et là on retombe bien finalement sur nos pattes de l'énorme complexité de ces choix-là, notamment quand on les regarde avec un œil neuf. L'énergie certes, mais en fait les matériaux, et là on a parlé de carbone. Tu viens d'esquisser la question des approvisionnements. Tu as parlé de la question de la distance ou pas, l'existence des filières, etc., etc. En tout cas, on se repose de façon structurelle le comment construire
en fonction de la durée de vie d'un usage, en fonction de la pérennité du bâtiment, de l'évolutivité des usages, etc., etc. Il y a le confort qui est un enjeu aussi important. Est-ce que on est prêt à sacrifier une partie du confort pour utiliser moins de carbone, ou est-ce que donc on parle par exemple, le réchauffement climatique existe et de plus en plus on se pose la question. Enfin, je serais dire, de la résilience des bâtiments l'été, sur la surchauffe d'été. Donc, mais est-ce que je dois mettre beaucoup plus de carbone, par exemple en mettant des protections solaires extérieures, c'est souvent en métal avec des accroches complexes sur les façades, pour protéger un bâtiment quelques heures, et ça va devenir quelques jours dans le futur, l'été, ou est-ce que je peux accepter d'avoir de l'inconfort l'été en mettant moins de carbone? Et il y a presque toujours, finalement, cette balance entre le carbone et le confort. La plupart du temps, je dis bien la plupart du temps, c'est plus je cherche du confort, plus je dois mettre du carbone pour assurer ce confort. Donc, est-ce que je suis prêt à dégrader mon confort pour mettre moins de carbone? On retrouve les analyses qui ont été faites sur finalement l'usage et l'effet rebond par rapport à l'isolation des bâtiments. C'est des choses que toi, tu as pu observer. L'effet rebond, alors, on pourra mettre un lien. Il y a une étude anglaise qui est sortie il n'y a pas très longtemps. L'effet rebond existe vraiment. Hein, c'est en Angleterre, ils ont montré que on peut facilement gagner 7% d'économie d'énergie en isolant. Alors après, les maisons anglaises sont un peu particulières, donc c'est un type d'isolation qu'on ne trouve pas forcément en France. Et ces gains, l'étude démontre que ces gains, au bout d'un an, quasiment, ils sont complètement annulés. C'est-à-dire que 7% de gains, au bout d'un an, il n'y a plus rien. Donc on a ce problème. Et alors là, du coup, tu poses la question sur la sobriété contre l'efficacité, les deux belles notions que le GIEC nous a bien rappelé récemment. Tu peux nous faire la différence pour le monde du bâtiment? Alors je vais essayer de citer le GIEC sans trop me planter. Non, mais non, c'est assez simple. Hein, pour faire un exemple simple, la sobriété, c'est construire moins de mètres carrés. Voilà, je suis sobre, je construis moins de mètres carrés. L'efficacité, c'est avoir des mètres carrés qui consomment beaucoup moins de carbone. Pour faire simple. Et donc, vous retrouvez cette notion de sobriété-efficacité, ça se retrouve partout, dans l'énergie, dans le carbone. Et de la sobriété, c'est un peu ça dans le confort. Est-ce que je suis prêt à dégrader un peu mon confort? Mais est-ce que en parallèle, je peux avoir un bâtiment très, on va dire, bioclimatique, en tout cas, qui consomme le moins possible? Et alors, l'idéal, c'est de faire les deux, c'est de faire à la fois un bâtiment qui consomme très peu et qui est très confortable. Et en plus, j'ai un peu modifié mon confort et j'accepte d'avoir un petit peu plus chaud l'été, un petit peu plus froid l'hiver. Et là, j'ai le double combo gagnant. Alors revenons au carbone, parce que quand même, c'est un peu le nouveau juge de paix. Hein. On a eu beaucoup l'euro, évidemment, qui est toujours là, hein, toujours présent, ou le dollar, chacun fait comme il veut. On commence un petit peu à regarder les mètres cubes, les tonnes, et tu parlais de légèreté de certains bâtiments, de certains modes constructifs, et bon, il y a aussi des rapports avec... entre ça et leur impact environnemental, on pourrait y revenir, mais si on se reconcentre sur le carbone, où est le carbone dans le bâtiment, et notamment dans le bâtiment neuf, hein, et comment est-ce qu'on fait, évidemment, pour réduire notre... non pas notre facture, mais notre empreinte carbone. On peut dire notre facture. L'analogie, je trouvais très bonne, et c'est ce que j'essaye de dire à tout le monde, c'est que faire des calculs carbone revient à créer des budgets quasiment en euros. C'est un peu le même travail qu'un économiste. On fait des quantités et à chaque objet, on donne un prix, mais c'est au lieu de que ce soit un prix en euros, c'est un prix en kilos de CO2 et on fait des sommes. La notion de budget, que ça soit à l'échelle d'un bâtiment ou même à l'échelle de la planète, c'est comme un budget en euros qu'on gérait tous les jours. Donc moi, j'aime bien cette analogie. Dans le bâtiment, les grands chiffres, hein, c'est un bâtiment. Alors, plus tout à fait, ça c'est un chiffre avant la RE 2020, hein, la RE 2020 qui est la nouvelle réglementation qui est sortie en 2022. Le monde du bâtiment n'est pas à 2 ans près. C'est en gros 1,5 tonne émis sur 50 ans pour 1 mètre carré construit, 1500 kilos. Et globalement, pour faire un peu simple, c'est 1 tonne pour la matière, 500 pour l'énergie. Sur ces 1 tonne de matière, on a
on va dire 400 à 500 kilos, on va dire grosse maille pour la façade et la structure. Allez, peut-être un peu moins. Les lots architecturaux, intérieurs, etc., c'est 200 kilos. Et ensuite, il y a tous les lots techniques qu'on peut rajouter, qui peuvent représenter, alors je ne sais pas où j'en suis dans mon compte, mais ça doit être à 300 à 400 kilos. Et donc, une fois que j'ai dit ça, c'est que la structure et la façade, qui sont des sujets qu'on traite assez vite, hein, on choisit très vite une structure, on choisit très vite une façade, c'est des sujets qu'on peut traiter rapidement et sur lesquels on a des leviers très importants. Et c'est simple, une fois que j'ai dit ça, c'est que les bâtiments les plus vertueux, on divise à peu près tout ça par deux. Donc on passe de 1,5 tonne à 750. Alors on peut aller plus bas, hein, mais déjà quand on est à 750, on est bon. Avec l'énergie, il faut se dire que c'est très facile à décarboner en France parce qu'on a la chance d'avoir un mix énergétique bas carbone. Donc globalement, je passe à l'électricité et je fais un bâtiment bien fait qui consomme peu. Je peux descendre à, on va dire, 120 kilos, allez, 150 kilos. Au lieu des 500 Au lieu des 500. Ouais. Et sur la matière, on peut descendre à 600 kilos, 600 kilos sur la matière. On est bon quand même. Là, on est plutôt bas. Nous, on travaille beaucoup sur des objets compliqués, pas des. Où on est quand on est très bon, on est à 800 kilos. Alors, donnant du concret justement, ces gains-là, donc sur la partie énergétique, hein, on comprend bien, en France en tout cas. Quand on arrive à être à la fois efficace, hein, c'est bien ça, et qu'on électrifie par nature, puisqu'on a un mix énergétique qui est jusqu'à présent, après ça dépend, là on a un hiver un peu douteux, mais plutôt décarboné, ça fonctionne assez bien. Et finalement, c'est ce qu'on vit au quotidien dans l'utilisation de nos bâtiments, même de nos logements. Par contre, sur l'acte de construire, sur ces fondamentaux des matériaux, notamment structure façade, on passe de quoi à quoi? C'est quoi le changement finalement pour arriver à faire cette division par deux? Alors, la phrase que dirait toute personne sensée, c'est la mixité des matériaux. Si on voulait être un peu plus radical, on dirait on arrête le béton. Alors après, c'est un peu entre les deux. C'est le bon matériau au bon endroit, sauf le béton en fait. Voilà, c'est à peu près ça. Alors, donc ça, c'est la version très très courte. Ce qui est sûr, c'est que les matériaux biosourcés, et il faut inclure dedans les matériaux géosourcés. Donc un matériau géosourcé, par exemple la pierre. La pierre, contrairement à ce qu'on peut imaginer, a un très bon bilan carbone. La particularité, c'est qu'elle ne séquestre pas du carbone, mais si on faisait abstraction de la séquestration, pierre et bois, c'est à peu près le même ordre de grandeur. Il faut juste s'imaginer, c'est que c'est des objets qu'on découpe, qu'on polie, qu'on taille, etc., qu'on met en lamelles et qu'on transporte. Donc, en termes d'impact, il y en a très peu. Pour le béton, rappelez-vous, je parlais de réactions physico-chimiques, d'énergie fossile, etc. Donc, dans le géosourcé, c'est faiblement transformé. On est bien sur la matière minérale. Alors, finalement, le sens de géosourcé, c'est qu'on sait d'où ça vient. Contrairement au sable et à l'eau, on ne sait pas trop d'où ça. On dit toujours ça vient de pas loin, mais si un jour vous savez d'où vient votre sable et l'eau de votre ciment, vous êtes très fort. Donc c'est tout ce qui est en béton qu'on peut remplacer, et donc que ça soit la façade, la structure, les poteaux, les poutres, tout ce que vous imaginez qu'on peut remplacer. On essaye de le faire. Après, on a un bâtiment, c'est pas aussi simple. On a des contraintes structurelles. Alors, je pense par exemple aux hôpitaux. C'est compliqué de faire des planchers en bois pour des hôpitaux parce qu'il y a des contraintes très particulières de poids, de résistance, donc du coup de résistance mécanique. Mais il y a tout un tas de contraintes qui font que c'est compliqué. Des problèmes incendie. Donc les cages d'escalier dans les bâtiments de logement, même si on sait que le bois résiste très bien au feu, et je m'étendrai pas là-dessus, ça fait encore un peu peur aux pompiers, et réglementairement c'est un peu compliqué. Donc après, ça veut dire que globalement, si on fait simple, on garde les noyaux de circulation et d'échappement, on les garde en béton, et tout le reste, on peut le passer plus ou moins en bois et toujours avec cette idée de mixité parce que on a des contraintes acoustiques et une petite dalle de béton, elle a quand même elle a des bonnes propriétés acoustiques, donc un plancher bois avec une dalle béton,
Même chose pour les façades. Et les façades, la mixité, ça va être sur d'autres types de matériaux, bois, paille, terre crue, etc., etc. Cette mixité, elle apporte quelque chose d'intéressant, c'est que c'est globalement une complexité qu'on peut aimer quand on est architecte-ingénieur. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de solutions toutes faites. Hein. Encore une fois, le double trait, ça n'existe plus. Maintenant, on est un peu plus malin que ça. On est censé être plus malin que ça. Et quand on est maître d'ouvrage, quand on est constructeur, quand on loue des banches, des grues et des toupis de béton, c'est peut-être moins agréable. C'est d'autres métiers. C'est ce qu'on voit souvent dans les rapports, mais qui est vrai, hein, c'est que ça remet en avant l'artisanat, ça remet en avant les métiers du bâtiment. C'est que quelqu'un pour couler du béton, il n'y a pas besoin d'être très malin, très imaginatif pour couler du béton. Je viens avec ma toupie, j'ai mon tuyau, je mets mon tuyau, puis je mets des banches, et c'est facile. Construire dans d'autres types de matériaux, ça peut être préfabriqué en atelier. Et donc, ça veut dire que on est des artisans et on travaille en atelier. C'est une autre manière de travailler qui est aussi plus agréable parce que déjà, on n'est pas à l'extérieur. On peut se protéger. Il y a moins d'accidents. Il y a moins de chutes. Donc, c'est d'autres types de métiers qui, effectivement, ont un peu disparu en France. C'est que on a tellement utilisé le béton et on a tellement appauvri intellectuellement les entreprises du bâtiment que finalement, on n'a plus ces gens-là et cette capacité à le faire. Ça change aussi les métiers de la conception. Enfin, tu commençais à l'aborder, que ce soit architectural ou technique. On est, en effet, créativité, inventivité, etc., etc. Mais aujourd'hui, on sait faire. Enfin, je veux dire, on est éduqué pour ça. C'est comment on rentre dans ce niveau de complexité. Où on en est là-dessus? Alors, la réponse est oui. Honnêtement, on sait faire. Dans l'absolu, construire bas carbone, un bâtiment, on sait à peu près tout faire. Il y a des questions de budget, il y a des questions techniques, mais globalement, on sait faire, on sait résoudre tous les problèmes. Après, est-ce que on a le temps pour le faire, les honoraires, hein, à un moment donné, on peut pas non plus travailler gratuitement sur tous les projets sur lesquels on est. Est-ce que on a la liberté d'aller au-delà de la facilité? Ça, c'est d'autres questions qui sont presque qui sortent de mon travail. On peut pas imposer d'être parfait sur tous les bâtiments qu'on fait. Enfin, j'aimerais bien, mais il y a pas de. On sait faire tout ça. Il y a pas de. On sait faire. Encore faut-il s'en donner les moyens. Hein, c'est ça. Moyens économiques. Enfin, je dis souvent qu'il va nous falloir changer de matière grise, mais si on coule moins de béton, ça nécessite aussi d'avoir plus d'intelligence, qui est une autre matière grise. Mais encore faut-il la mobiliser. En tout cas, on peut la mobiliser si on a envie de s'y mettre. Est-ce qu'il n'y a pas moyen aussi de faire plus simplement, c'est-à-dire faire comme avant avec du béton bas carbone? Alors, juste rebondir parce que fallait que je pose la question. Quoi. Non, oui. Moi, il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est en réalité, pour avoir moins d'énergie grise, il faut plus de matière grise. Ouais. C'est le titre d'un livre. Je le reprendrai. Ouais, ça marche toujours, c'est en conclusion de conférence. Alors, le béton bas carbone, oulala, faut pas me lancer sur le sujet. Non, mais pour faire court. Faire court, il y a des bétons moins carbonés. Alors, on va faire très simple. Les gens du béton ont fait zéro effort sur le carbone ces 30 dernières années. Alors, c'est moins les 3 dernières années, on va dire. Il n'y a pas que, hein, mais... Voilà, bon. Et ils étaient contents de pouvoir dire qu'une solution qui existait déjà, qui avait des propriétés techniques du béton, décarbonait le béton, sauf que c'était du béton. Donc, après, il y a différents types. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, il y a béton et béton. Il y a 50 000 types de béton avec des formulations toutes un peu différentes. Et on peut vraiment décarboner le béton, même si les calculs parfois sont un peu bizarres. On arrive à démontrer qu'effectivement, il y a des bétons moins carbonés. Après, commence enfin, depuis 2-3 ans, à sortir des vrais bétons qui commencent à être décarbonés en Angleterre, en France, où du coup, c'est à la fois les deux sujets que j'ai cités, c'est que les processus physico-chimiques sont différents et ça émet moins de carbone et on a besoin de moins les chauffer, du coup, moins d'énergie fossile. Donc ça commence à sortir, pour l'instant en toute petite quantité. Le grand problème, c'est que
quand on voit le gap à franchir, on ne sait pas. Et honnêtement, toutes les trajectoires que se fixent les gens du béton en disant je serai neutre en 2030, en réalité, c'est beaucoup de paris technologiques, notamment l'absorption carbone. Là où la vraie solution, on en parlait, c'est plutôt sur la sobriété, mettre beaucoup moins de béton. Et de toute façon, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'il faudra utiliser tous les leviers. Il n'y a pas donc il faudra mettre moins de béton, mais moins de béton bas carbone. Donc voilà, c'est Il va falloir décarboner les tonnes de béton qui resteront de toute façon sur le chantier, parce qu'on a des usages sur lesquels le béton est le meilleur matériau, et surtout, il n'y en a pas d'autres. Pour l'instant, mais ça, c'est pas gagné qu'il le reste. Mais Ouais. Alors, pour autant, on a quand même pléthore aujourd'hui de techniques un peu Shadok, sur lesquelles on va pomper, et jouer avec Excel pour décarboner. Quand on est sur le concret, on n'en est pas encore là. Mais en même temps, tu parlais d'une sobriété tout à l'heure, qui est plus fondamentale que finalement cette division par deux, du budget carbone, ou en tout cas de l'impact carbone du mètre carré construit, c'est de ne pas construire. Oui. Et dans la chaîne de décision, j'aimerais bien qu'on y revienne finalement, au-delà à un moment, l'acte de construction du mètre carré qu'on a décidé de construire, dans le processus intellectuel global, y a bien des choix qui finalement coûtent pas très cher, mais qui sont très en amont et qui ont des impacts extrêmement puissants sur notre facture carbone. C'est exactement ça. Et là, c'est là où c'est presque dommage. Nous, en tant qu'ingénieurs architectes, on arrive presque souvent après la bataille. C'est les choix programmatiques, en fait, c'est là où on a fondamentalement les plus grands leviers. Un exemple un peu bateau, mais absolument vrai, c'est choisir de construire à un endroit spécifique peut avoir un impact très fort sur un bilan carbone. Si je construis à côté d'une station de déplacement, alors ce que vous voulez, métro, bus, en tout cas, si je permets en choisissant l'emplacement de mon objet à proximité de transport en commun, de transport en mode doux, de fait, je vais avoir un impact bien plus fort que je vais rajouter un local vélo, etc. Même chose, si on voit beaucoup de programmes où on dit mon bureau, je vais avoir 13 mètres carrés, donc j'ai 1000 employés, et je vais mettre 13 mètres carrés par employé. Si je mettais 12, si je mettais 11, si je mettais 10, pour l'anecdote, moi, une fois, j'ai reçu un programme comme ça. La première chose que j'ai fait, c'est j'ai critiqué le programme et bizarrement, j'ai pas été choisi pour faire le projet. Je sais pas pourquoi, mais c'est ça. Le programme mettait 13 mètres carrés par personne et la première question, c'est pourquoi 13? Pourquoi pas 12, 11, 10 et ça pose plein de questions passionnantes de mutualisation, d'intelligence. Puis on voit bien que le Covid, est-ce que j'ai besoin de beaucoup de mètres carrés quand je fais du télétravail? Donc, sauf que là, on est presque toujours un peu absent des sujets. Finalement, quelque part, c'est les clients qui ont leur programme qui a été défini par un programmiste ou c'est les maires qui ont leur idée du sujet. Là où finalement, oui, si je construis 2 fois moins de mètres carrés, j'ai de fait 2 fois moins d'impact. Et c'est des décisions qui sont prises donc en amont, très tôt, et souvent sans vision de l'équation globale. C'est-à-dire que le moment où on va commencer à calculer l'impact carbone, on va le calculer sur le strict périmètre de la construction. Et finalement assez tard, sur des choix d'ores et déjà identifiés. On va peut-être péniblement gagner 10% sur l'empreinte carbone par des choix techniques, alors que si on passait de 12 à 10 mètres carrés par salarié, on gagnait 20% d'un coup et juste en changeant un tableur Excel. Donc, comment est-ce qu'on arrive à repenser finalement la chaîne intellectuelle qui mène jusqu'au compagnon sur le chantier qui construit et tout ça, où on voit que ces décisions-là, elles doivent être à la fois extrêmement informées, extrêmement éclairées, avec du calcul, de la modélisation, des savoir-faire, une connaissance des matériaux, alors qu'on vient de se dire que finalement dans l'équation, il y a 2 choses qui comptaient, c'est les choix de ne pas faire au début,
ou de faire moins, tout simplement, hein, cette sobriété. Ou des programmes de la mixité programmatique, ne serait-ce qu'arrêter un quartier 100% logement ou 100% bureau, et ça veut dire qu'il va y avoir des échanges, des choses qui vont se passer. Mais de bien localiser, parce qu'on a les effets induits du bâtiment, qui sont pas les effets du bâtiment, mais qui sont bien directement induits par la localisation, ou la durée de vie, hein, qu'on citait tout à l'heure, temps long, temps court, du temporaire ou au contraire du très long, etc. Comment on arrive à repenser finalement l'acte de conception global, hein, pas uniquement par l'architecte ou le concepteur, pour prendre les trucs dans le bon sens? Alors, il y a un sujet qui est un peu bateau, mais qui est complètement, ce qui est la formation. C'est quand on dit il faut moins de mètres carrés, par exemple, si toutes les personnes du monde, un peu en lien avec le monde du bâtiment, lisaient les quelques pages de la stratégie nationale bas carbone, ils verraient que c'est écrit noir sur blanc, et ça fait souvent peur aux gens qui ne l'ont jamais vu. C'est en 2050, c'est 40% de construction en moins. Voilà, je ne sais pas si un seul constructeur ou promoteur a bien ça en tête, c'est que il faut moins construire, et c'est l'État qui le dit. C'est l'État qui l'a écrit il y a un moment. L'État ne le répète pas tous les jours. Oui, non, c'est ça. Oui, l'État l'a écrit. Il l'assume pas forcément. Je ne sais pas si la SNBC a été relue récemment au ministère, mais. Ouais. Donc effectivement, c'est politique de construire. Tu peux revenir quand même sur justement, puisqu'on est là pour en parler, pour le dire. Est-ce qu'on peut répéter un peu ces grandes lignes de la stratégie nationale bas carbone concernant le bâtiment, parce que les chiffres, j'ai beau les répéter, sont assez effrayants en fait. Non, mais ils sont pas effrayants. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous, on est dans le monde du bâtiment. On a cette chance, c'est que je le dis assez souvent, c'est que vous avez les rapports du GIEC qui sont sortis, qui décrivent la physique du monde et les leviers qu'on pourrait mettre en place. Et le GIEC dit il faut, dans les pays industrialisés, il faut moins construire. La problématique est différente dans les pays du Sud ou en développement. Donc il faut moins construire, et globalement ils disent il faut arrêter les énergies fossiles. L'État a pas mal fait les choses, c'est que dans la stratégie nationale bas carbone, quelque part, il reprend tout ça, sinon la trajectoire n'arriverait pas. C'est il faut moins construire, il faut arrêter les énergies fossiles, et il faut mettre moins de matière, qui est corrélé au fait de moins construire et d'avoir moins d'énergie fossile. Et on a la chance, c'est que la RE 2020, finalement, c'est que l'application réglementaire, la RE 2020 dit il faut mettre des matériaux les plus bas carbone, il faut arrêter les énergies fossiles, donc avec la RE 2020, il ne devrait plus y avoir de gaz en 2025. Donc on a cette cohérence. Il faut juste revenir effectivement à la base. La stratégie nationale bas carbone, alors le chiffre arrondi, c'est 40%, je suppose que dans la future, parce que la SNBC va être mise à jour l'année prochaine, ce sera à cet ordre de grandeur-là, c'est 40% de construction en moins en 2050. Voilà. Donc, faut arriver à 40% en moins. La stratégie nationale bas carbone dit, alors sur les matériaux, j'ai plus le chiffre exact, mais je crois que c'est 3 fois moins d'impact dans les matériaux. Donc, les bétons bas carbone qui font gagner 20%, on voit qu'on en est loin encore. La stratégie nationale bas carbone dit aussi plus de gaz dans le monde du bâtiment. S'il doit y avoir du gaz, c'est pour les industries, c'est du biogaz, etc. Donc la marche est haute, d'autant plus que dans les différents secteurs qui composent notre économie, certains sont plus égaux que d'autres dans les efforts à faire, parce qu'aussi les efforts sont possibles ou pas. Et finalement, le bâtiment doit faire un peu plus que sa part d'aujourd'hui, parce qu'on va avoir des émissions résiduelles qu'on aura du mal de toute manière à réduire d'ici 2050, notamment sur le champ de l'agriculture, mais aussi les champs de la mobilité, etc. Mais le monde du bâtiment doit faire sa part, mais aussi parce que, alors peut-être parce que je travaille dans le monde du bâtiment, on est au centre des problématiques. On a parlé, finalement, les transports, une grande partie des transports, hormis ceux de vacances, sont induits par là où on vit. Et donc, c'est des choix urbains. C'est pas toi que je vais l'apprendre. C'est des choix urbains de bâtiments. Si je fais pas de loco-vélo dans un bâtiment, les gens ne vont pas prendre le vélo. Combien de personnes ne peuvent pas attacher leur vélo, ils achètent pas de vélo. S'il y avait un local vélo propre, décent, avec des arceaux, de la lumière naturelle, tout le monde, beaucoup plus de personnes utiliseraient leur vélo. Donc, le monde du bâtiment, on est en centre des sujets de transport, on est au centre évidemment du sujet du bâtiment, et on a aussi des impacts très clairs sur l'artificialisation, donc sur l'agriculture, donc on a aussi un rôle très important sur la séquestration carbone, parce que si je construis un matériau biosourcé, je vais séquestrer du carbone.
Pour y arriver, il faut remettre en marche la filière bois. Et remettre en marche la filière bois, ça veut aussi dire mieux gérer les forêts. Est-ce qu'il y en a que je laisse et il y en a d'autres qui doivent être un peu plus gérés, je récolte un peu mieux, un peu plus, etc. Donc, en fait, on a peut-être la chance, c'est que si on a des ambitions plus fortes pour le monde du bâtiment, mais on a des leviers énormes sur à peu près tous les postes d'un bilan carbone, enfin d'une empreinte carbone personnelle. Bien au-delà du simple poste indiqué logement ou bâtiment, C'est ça. que ce soit à notre échelle parfois personnelle. Parfois on dit 30%, mais en réalité c'est beaucoup plus. Oui, mais si on met simplement à l'échelle du bilan individuel, à la fois le bâtiment, enfin le logement et la mobilité du quotidien, on frôle les 50%, rien qu'avec ces deux budgets-là, mais tu le pointes très justement, on a des impacts quand on fait la ville sur d'autres sujets encore. Ça en fait des sujets, mais on voit bien que c'est arriver à partager ces enjeux-là qui permet d'éclairer les décisions et qu'il n'y a pas de décision toute faite. C'est pas mais c'est bon, il faut juste construire en bois partout. C'est pas aussi simple que ça. Si on se retrouve avec des bâtiments biosourcés, passifs, avec des panneaux solaires et des éoliennes sur les toits et qu'il y a encore 2 SUV garés devant, ça fonctionne pas. Et en même temps, on est à la fois en silo et puis chacun intervient à son moment, sans avoir la vision globale, ce qui questionne bien notre façon de faire la ville au-delà simplement de construire le bâtiment. Alors, on sait faire, tu l'as dit, en tout cas je retiens tes mots, ça ne veut pas dire qu'on le fait au quotidien, ni qu'on le fait toujours bien, mais quoi qu'il en soit, on n'a pas repassé par le laboratoire et inventé, on a quand même beaucoup d'outils entre les mains, ce qui est pas rien, mais on voit bien certains avancent plus vite que d'autres. La destination commence à être à peu près claire, même si il faudrait faire relire la SNBC à beaucoup de gens, mais le chemin est pas encore tout tracé. Et on voit bien qu'on est encore sur de l'essai-erreur, sur des apprentissages. Alors, qu'est-ce qui freine aujourd'hui les acteurs ? Qu'est-ce qui empêche d'accélérer ? Parce que la marche est haute, certes, mais il va bien falloir commencer à lever la patte. Et qu'est-ce qui peut nous permettre de les faire bouger, à part les posts sur LinkedIn ? Alors, juste, je voulais revenir sur quand je dis on sait faire, c'est vrai. Par contre, effectivement, je parlais tout à l'heure, ça nécessite de recréer tout un tissu local d'entreprises, de matériaux. Les matériaux, du coup, deviennent de plus en plus locaux. Par exemple, la paille, l'isolation en paille, ça marche du feu de Dieu, mais c'est-à-dire qu'il faut trouver quelqu'un qui produit des bottes de paille, et ça nécessite aussi quand même un peu de technique parce qu'il faut que. Alors maintenant, sur la paille, ça va, on sait faire, mais globalement, quelle est la densité de la paille, l'épaisseur de paille, l'humidité de la paille. Non, mais il a fallu l'inventer quelque part, et ça s'est passé ces 5 dernières années. Enfin, c'est la création d'une filière, donc des vrais efforts. Ça demande encore malheureusement de la R&D et qui parfois est un peu déconnecté de la taille parce que quelqu'un qui va faire de la paille, souvent la paille c'est un sous-produit, c'est pas son métier principal de vendre de la paille et donc s'il faut faire un peu de R&D, et je pense surtout à la terre crue, elle est forcément locale. Je vais pas faire venir ma terre crue du sud de la France si je construis en région parisienne, etc. Après, les freins, c'est ça, c'est qu'en fait, ça nécessite une connaissance complexe du bâtiment, avec pas de solution toute faite, des connaissances locales, des acteurs locaux, même chose sur le réemploi. Le réemploi, c'est un sujet très local. Ça veut dire où est-ce que je peux récupérer des objets du réemploi quand je travaille à un endroit. Si je les connais pas, je saurais pas le faire. Donc, il y a à la fois cette notion de local qui est un frein, et après il y a la réglementation quand même qui doit pas mal évoluer. Je parlais des incendies, la réglementation incendie sur les matériaux en bois, elle doit évoluer. Elle n'est pas forcément en train d'évoluer dans le bon sens, avec des grandes contraintes qui pourraient apparaître dans la future réglementation. Donc après on voit aussi, c'est que des études un peu récentes qui ont été faites par des promoteurs qui sont très pro-bois montraient que les gens ont une grande appétence pour les matériaux biosourcés, pour les bâtiments en bois. Finalement, les freins, ça vient presque du coût de construction. Malheureusement, on en revient là. Est-ce qu'on est prêt à payer plus cher pour avoir une meilleure qualité ? C'est pas toujours vrai. Et après, c'est à peu près tout comme frein. Il
il y a beaucoup de freins qui n'existent que via le prix. Mais qui conditionne donc les relations entre les acteurs, une économie, un système de production qui va sans doute falloir démonter pour remonter dans le bon sens. Même si on n'a pas à inventer les procédés, il faut bien inventer le processus. Puis on a été biberonné en fait à des coûts faibles. En fait, c'est la question du coût, elle n'est pas anodine, dans le sens où jusqu'à présent, on avait des coûts qui ne prenaient pas en compte les impacts qu'on avait. Donc, je pouvais acheter en Chine, c'était beaucoup moins cher, et les impacts, c'était carbone, d'emplois complètement dégradés, etc. Forcément, à un moment donné, si je veux que les gens qui fabriquent les produits aient des conditions de vie décentes, si je veux en plus avoir des impacts faibles sur la planète, ça demande beaucoup de sujets qui réinterrogent le prix. Donc, est-ce que ces 50, 60, 70 dernières années, on a été habitué à se dire le coût est faible, c'est très bien. Est-ce qu'un coût faible est très bien? Maintenant, on a à peu près appris que souvent, c'est l'inverse. Plus le coût est faible, moins les produits sont bien. Mais est-ce qu'on est prêt à mettre ce prix? Même moi, je me pose des fois la question, est-ce que pour deux produits différents, qu'il y en a un qui est 2 fois plus cher, est-ce qu'il est fondamentalement 2 fois mieux? Et tant qu'on n'a pas le budget d'à côté, le budget carbone, mais aussi tous les autres, le budget social, le budget environnemental plus global à côté, c'est difficile, c'est toujours difficile de faire ces choix. On est donc quand même en train d'avancer. La marche est haute. Est-ce que tu as un conseil je sais pas, de lecture ou de film ou autre pour les auditeurs pour aller plus loin? Alors, dans les sujets, moi, il y a un livre que j'ai lu cet été, ça faisait un bout de temps qu'il était dans ma liste de lecture. C'était, alors c'est un peu un livre d'architecte, c'est Hassan Fathy, Construire avec le peuple. Ouais, qui est donc ça faisait un bout de temps que je voulais le lire, et c'est incroyable ce qu'un architecte égyptien dans les années 60 arrivait à faire, et surtout toutes les démonstrations techniques de bioclimatisme, comment essayer d'embarquer les gens, les freins politiques qu'ils voient. En fait, c'est extraordinaire. J'ai l'impression que c'est rédigé aujourd'hui par quelqu'un qui construirait dans les années 2020. Et puis c'est le récit aussi de la constitution d'une filière, de la réinvention d'une filière, etc. Et puis avec une exception, je suis très heureux que tu cites ce bouquin. Ouais. Il serait temps qu'on en parle un peu plus. Et c'est aussi une vraie exception parce que c'est un livre d'architecte qui parle d'un échec. Et ça, c'est pas souvent. Et après, un autre livre que j'ai bien aimé, qui est l'histoire naturelle de l'architecture. Je l'aime bien parce que en fait, déjà, il se lit par petits bouts. On peut lire chapitre par chapitre, toujours avec des titres un peu bizarres, pour pas dire autre chose, mais ça raconte des histoires, alors après plus ou moins vraies, plus ou moins nuancées, mais ça parle de bioclimatisme, de carbone, de tous ces sujets-là. Alors il y a quelques chiffres avec lesquels je suis pas tout à fait d'accord, mais j'aime bien l'histoire dont les choses sont racontées, et c'est un peu comme Hassan Fathy. Ça parle d'architecture, mais on n'est pas dans l'architecture très stricte. Et l'un des tout derniers, et parce que c'est un sujet important, c'est l'un des derniers séquences bois. Donc ça, c'est un magazine du coup pur architecte. Il y a un très beau séquence bois qui est sorti sur construire en feuillu. Alors dit comme ça fait absolument pas rêver, sauf que ce qu'on voit bien, c'est que en se reposant la question des matériaux, on se repose la question de quel matériau je mets. Alors, moi, j'aimerais bien dire qu'on pose cette question-là dès qu'on pose du béton, d'où vient mon sable? Et dans la construction en bois, le gros sujet, c'est on a une forêt en France qui est essentiellement de feuillus, et on construit très peu en feuillus. Et dans ce séquence bois, il y a des super beaux exemples de construction en feuillu. Il y a de la technique, il y a des dessins, il y a une partie très poétique avec des dessins d'artistes. C'est un tout petit séquence bois, mais qui est très très bien fait sur ce sujet-là, qui nous pose la bonne question. C'est maintenant que je sais construire en bois. Ce que je disais, c'est que maintenant, est-ce que je peux construire mieux que simplement construire en bois?
Et puis quel bois. C'est ça, et donc ça veut dire quel bois et quel type de bois, à quel endroit, quelle mixité dans le bois. Donc maintenant, la mixité des matériaux, elle est même la mixité dans le type de bois que j'utilise, ce qui est intellectuellement plus sympa que la mixité des granules à béton. Guillaume Meunier, merci. Manifestement, on n'a pas fini cette conversation, donc on manquera pas de la continuer plus avant. Et puis, on mettra évidemment les liens de l'ensemble des références que tu as pu citer, et puis surtout un lien vers ton fil LinkedIn, puisque tous les jours, mais vraiment tous les jours, en tout cas tous les jours ouvrés, je crois. Sauf charrette, sauf grosse charrette. Sauf accident, mais avec une régularité effrayante. Tu publies non pas un post pour rigoler ou un coup de gueule, mais une analyse qui offre un nouveau point de vue, toujours très argumenté, sur les enjeux écologiques globalement de cette fameuse fabrique de la ville. Merci beaucoup, Guillaume. Merci. Bientôt.